Bonsoir, bonsoir, troupe, ici Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous offrir mes analyses et prédictions de l'UFC Fight Night Blades contre Volkov. Donc une autre carte qui existe définitivement et qu'on va écouter principalement pour checker notre boy Marc-André Barriault qui va tenter de finalement récolter sa première victoire dans l'UFC à son 4e combat. C'est un must-win, on va avoir la chance d'en reparler. Mais je suis là pour vous présenter mes analyses, prédictions pour tous les combats de la carte. Il y en a 12 et on va commencer ça immédiatement avec le combat principal chez les poids lourds. Curtis Blades, Alexander Volkov et puis, man, ce match-up-là, c'est déjà pas un bon match-up pour Alexander Volkov. Fait qu'imagine comment c'est encore un pire match-up pour Alexander Volkov dans la plus petite cage genre disponible. Déjà que, tu sais, Volkov, on s'entend, il est très grand. Il est gigantesque, mesure comme CC7, quelque chose de même. C'est un des très grands heavyweight. Puis il est long, puis il travaille derrière son jab, sa boxe. Il bouge beaucoup. C'est un gars que son style, là, par la base, c'est d'être sur son basic, de circle alentour de la ligne noire, puis de faire mal à ses adversaires comme ça, mais avec beaucoup plus de volume que de power. C'est vraiment un des seuls elite volume puncher à heavyweight. Mais dans une si petite cage que ça, deux gros gars de même, ne pense pas qu'il va être capable de se sauver de Curtis Blades, qui, on s'entend, est très puissant, lui aussi, avec ses mains, qui est le meilleur lutteur de la division, là, présentement, selon moi, avec Daniel Cormier, évidemment, mais, tu sais, Curtis Blades, plus jeune, plus gros que Cormier, immensément explosif, super puissant. Là, quand il est arrivé dans l'UFC, on le comparait avec Brock Lesnar pour son physique. C'est vraiment quelque chose qui ressemble à ça. Puis, il y a un des ground and pound les plus violents dans tout l'UFC. Fait que, ben franchement, là, c'est un first ou second round finish pour Curtis Blades, ce combat-là. C'est soit par TKO au sol ou par soumission. Là. Ça se peut juste que Volkov donne son dos puis que Blades lui passe un brain naked choke. Mais je pense que Blades, s'il a la chance d'aller chercher le TKO, c'est ça qu'il va aller faire. Fait que je vais dire TKO au 2e round pour Curtis Blades dans ce combat-là. Mais ouf, dans la petite cage, là, mauvais match-up pour le chum Volkov. Co-main event. Un bon combat, ça. Vraiment très content de voir ça. Shane Burgos contre Josh Emmett. Et puis, écoute, c'est un combat qui est très intriguant, on se le cachera pas, parce que t'as deux strikers. T'as un striker qui est vraiment plus actif, qui aime bouger, se déplacer, chercher ses angles, puis rentrer à des angles bizarres avec des combinaisons. En Shane Burgos n'est peut-être pas cependant encore le meilleur combattant défensif qu'on a vu. Fait que c'est pour ça que ce match-up-là est fascinant, parce qu'on a Josh Emmett qui, lui, est pas un gars qui lance du volume, c'est un gars qui lance du power, puis souvent, il a un peu la réputation d'être en train de perdre le combat, là, de se faire un peu outwork dans des combats, puis là, au 3e round, boum, trouve un huge overhand ou un hook qui ferme complètement les lumières de son adversaire. Puis Shane Burgos, la seule fois qu'il a perdu, c'est ça qui est arrivé. Il s'est fait counter hard par Calvin Kattar. Puis s'était fait finir dans ce combat-là. Fait que, tu sais, autant ça va être difficile pour Josh Emmett d'être en avantage sur les scorecards dans ce combat-là. Puis autant Shane Burgos, c'est un excellent finisher là, qui peut genre, justement mettre du volume sur ses adversaires et puis finir le combat plus tard au 3e round. Autant tout le temps que Shane Burgos va être là à travailler, ça va être très 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 dangereux pour lui de se faire counter avec un punch fatal de Josh Emmett là, qui va sûrement avoir, tu sais, ça me surprendrait que Burgos arrive là puis finisse Emmett au premier round. Fait que Josh Emmett va avoir au moins 10-12 minutes et voire même les 15 minutes au complet pour trouver son power punch sur un gars qui n'est pas le meilleur combattant défensif. J'ai vraiment l'air d'être en train de pick Josh Emmett là en plus, là, je m'écoute parler, puis c'est même pas ça mon pick, c'est Shane Burgos pour vrai, parce que comme je vous ai dit, ça va être dur d'être en avant sur les scorecards. Puis on a vu Emmett se faire finir aussi là, par Jeremy Stephens notamment. Fait que moi, un gars qui est créatif comme Shane Burgos, ça me surprendrait pas qu'il soit capable. Puis tu sais, aussi, il faut se le dire, Shane Burgos c'est très tough. Là. Il avait mangé beaucoup de dommages avant de se faire finir par Calvin Kattar. Puis c'est vraiment fait taguer solide quand il était off balance. Puis qu'il s'en attendait pas. Puis ça a été un TKO. Là. C'est pas fait comme finir, fermer les lumières, comme on a vu Emmett se faire fermer les lumières par Jeremy Stephens. Donc,
J'ai Burgos ici. TKO, troisième round, je pense qu'il va mettre du volume sur son adversaire. Puis si, justement, il ne se fait pas finir avec un gros overhand ou un punch qui sort un peu de nulle part, je le vois réussir à trouver la façon de finir un gars comme Josh Emmett, plus que Shane Burgos est très très créatif dans ses attaques. Là. Puis c'est rare qu'on le voit vraiment lancer 2 fois la même combinaison dans un combat. Fait que je suis sûr qu'il va finir par trouver quelque chose d'absolument mortel dans ce combat-là, quelque part au troisième round. Ensuite, oh là 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 là. Pourquoi ce combat-là est aussi haut sur la carte? Il aurait dû mettre Roxanne Modafferi contre Lauren Murphy à ce spot-là s'il voulait vraiment mettre un combat féminin. Parce que Raquel Pennington contre Marion Renault, là, ça va être lourd à écouter. Là. Ça sera pas un bon combat. Je pense que le seul moyen qu'il arrive de quoi d'excitant dans ce combat-là, et le seul moyen d'ailleurs que Marion Renault gagne, c'est si elle pull guard puis elle pogne Raquel dans un triangle ou quelque chose de bizarre comme ça. Mais je pense que ça va être beaucoup de Raquel Pennington qui avance puis qui stalk avec son slow pace. Puis quand elle trouve que ça va un peu trop vite pour elle, ben elle amène ça dans le clinch contre la cage où elle est très grosse et très dominante physiquement pour la majorité de la division qui s'appelle pas Amanda Nunes. Donc, non, c'est ça. Raquel Pennington par décision, je sais pas pourquoi j'en parlerai bien plus longtemps de ce combat-là. C'est vraiment rien de fascinant. Ensuite, on tombe dans l'un peu plus fascinant. Belal Mohamed affronte Lyman Good qui est de retour à la compétition après être le premier athlète de l'UFC à avoir testé positif au Rona. Et puis ça a l'air qu'il est remis parce qu'il va se battre contre Belal. Un autre combat qui est intéressant dans la dynamique ici, alors que tu as vraiment Belal qui est le gars qui travaille derrière ses combinaisons, qui mixe in des takedowns, qui sait qu'il travaille une belle game complète, mais qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup de power puis qui est un énorme finisher. C'est un action fighter, c'est un gars qui donne toujours des bonnes guerres, mais c'est souvent parce qu'il est là pendant les 15 minutes à échanger back and forth avec son adversaire. Ça lui donne en théorie l'avantage là, pour ce combat-là, selon moi, mais un peu comme dans le cas de Emmett contre Burgos avant, Lyman Good a du power puis il est capable d'utiliser ce power-là pour mettre fin à des combats de façon assez raide. Belal est super tough là, par exemple. Fait que je m'attends pas vraiment à ce qu'il se fasse finir par Lyman Good, même si un moment donné il se fait taguer raide là, quelque part au milieu du combat. Chose qui va probablement arriver là, d'ailleurs, c'est quand même un combat de Belal Mohamed. Je pense que Belal va gagner ça par décision ici. Ensuite, ça là, c'est un drôle de match-up. C'est à un catchweight de 160 livres, Jim Miller face à Roosevelt Roberts, notre MOB préféré. Et puis, man, on s'entend que Jim Miller a l'expérience, il est plus technique en grappling que Roosevelt Roberts, qui... J'aimerais beaucoup le voir travailler son debout. Moi, Roosevelt Roberts, pour être franc avec vous, c'est un des 3-4 prospects lightweight qui m'excite beaucoup, que je pense qu'on peut voir de grandes choses de lui. J'ai peut-être l'impression que son futur va être à welterweight, par exemple. Je pense pas qu'il va réussir à faire lightweight toute sa carrière. Le gars est gigantesque. Puis je pense que c'est comme ça la grosse affaire pour moi dans ce combat-là. Surtout que c'est un catchweight à 160. Je m'attends à ce que Roosevelt Roberts ait littéralement l'air d'être dans une autre weight class que Jim Miller. Et c'est un gars qui sert tellement de ça, de sa physicalité pour gagner ses combats. Puis d'ailleurs, la seule fois qu'il s'est un peu fait out physique, c'est contre Vince Pichel, puis il a perdu. C'est une décision très serrée, mais c'est sa seule défaite en carrière. Je pense pas que Jim Miller, je pense qu'il y a toute la technique du monde. Je pense que s'il réussit à amener le combat au sol, même s'il est en dessous, il y a des bonnes chances d'avoir du succès dans ce combat-là. Il se débrouille même bien debout. Mais c'est pour ça que je dis que j'aimerais voir Roosevelt travailler son debout, parce qu'il est tellement long. Semble faire des belles... Il y a un genre de style à la Luis Peña. C'est ça que je trouve tellement frustrant de ces deux gars-là, Roosevelt puis Luis Peña, c'est qu'ils ont des beaux styles debout qui ressemblent quasiment à un Tony Ferguson, quand Tony Ferguson se met à être super fluide. Puis, man, on dirait qu'ils s'en servent pas. Ces deux gars-là se retrouvent toujours dans le clinch. Puis même avec la plus huge reach de toute la division, ils réussissent à se puncher dans le clinch continuellement. Puis je pense que si Roberts fait ça contre Miller, il va rendre le combat beaucoup plus serré que ça devrait l'être. Puis ça me surprendrait pas que ça soit ça qui arrive. Mais je vais quand même y aller avec Roosevelt là, à cause du catchweight principalement. Je pense que pas couper 5 livres, ça va faire beaucoup plus de bien à un Roosevelt Roberts que ça peut le faire à Jim Miller, qui, oui, ça va faire du bien de couper 5 livres de moins, mais Roosevelt coupe beaucoup de poids, puis il est gros, il est physique, je pense qu'il va être plus physique que Miller, puis ça va être ça la différence dans ce combat-là au final, même si le côté technique de la chose va définitivement en faveur de Jim Miller.
Oh my god, ensuite, c'est le combat le plus bizarre sur la carte et le combat que j'ai le plus de misère à pick, pour être ben honnête avec vous. Clay Guida affronte Bobby Green. Puis s'il y a comme deux personnes que tu peux toujours te fier sur eux pour qu'ils soient là, puis pour qu'ils se battent, c'est bien ces deux-là. Mais tu peux aussi te fier sur eux pour que la majorité du temps, ils perdent, genre. C'est comme on dirait qu'au stade où on en est rendu présentement, je peux ni me fier sur Clay Guida, ni me fier sur Bobby Green pour gagner un combat. Puis, tu sais, c'est sûr que si je regarde le match-up en tant que tel, Bobby Green va être plus grand, plus long, probablement plus technique debout, puis un assez bon lutteur et grappler pour se débrouiller contre Clay Guida. Fait que je pense qu'en théorie, Bobby Green doit être avantagé ici. Mais crime, c'est tellement le genre de gars qui settle dans le genre de fight que son adversaire veut. C'est jamais le gars qui s'impose. Jamais Varvik va dire, ok, moi aujourd'hui là, je veux qu'on se batte dans tel aspect de la game, puis qui impose son match-up sur son adversaire. Il se fait continuellement imposer le match-up de son adversaire et il est capable d'être super compétitif et même de gagner des fois. Mais tu sais, Clay Guida, c'est plus le style de gars qui va imposer son pace. Fait que j'ai comme l'impression que dans un combat qui va se battre comme Clay Guida le voudrait, où il va probablement stalker son adversaire, puis qu'on va voir Bobby Green qui va essayer de circle à l'entour de la cage, puis de lander ses shots sur le reculon, je pense que Guida va avoir des chances de rentrer dans le clinch, lander des takedowns, puis juste généralement être plus actif que Bobby Green dans un combat que je m'attends pas mal à ce que ça aille à la limite des 15 minutes, là, pour être bien honnête avec vous. Donc, si je m'attends à ce que ça aille 15 minutes, puis que je m'attends à ce que Guida soit plus actif, j'ai pas le choix d'y aller avec Clay Guida ici par décision. Ensuite, Tisha Torres affronte Brianna Van Buren dans un combat qui va être drôle parce que c'est probablement les deux plus petites 115 livres qu'il y a là, avec Michelle Waterson puis la chum Anna Cyphers, qu'on sait pas trop si elle est encore dans l'UFC d'ailleurs, vu qu'elle se fait comme pas mal souvent péter, la pauvre. Mais non, c'est pas un bon match-up pour Tisha Torres là, qui, je pense, est comme une bonne striker, mais qui impose pas assez un bon pace, qui lance pas assez de volume pour que ça compte vraiment. Puis elle réussit à compenser en landant des takedowns, puis en diversifiant vraiment ses attaques. Chose que Brianna Van Buren va être absolument meilleure qu'elle pour faire. Là. Fait que Van Buren est plus persistante sur ses takedowns. Elle s'entraîne au AKA. C'est une très très bonne lutteuse avec un bon top control. Elle est capable de se débrouiller aussi bien là, que Tisha Torres debout, selon moi. Fait que je pense que pour une fille qui a perdu 4 combats consécutifs en Tisha Torres, c'était pas le meilleur match-up à se prendre. Je sais bien que tu prends ce qu'on te donne rendu là. Mais l'UFC, il a vraiment pas fait un cadeau ici. Je pense que Brianna Van Buren va absolument gagner ça par décision. Bon, nous y sommes. Marc-André Barriault, Oscar Piechota. Le combat de la dernière chance pour Barriault. Puis tabarnouche, je ne sais même plus quoi dire personnellement là, à ce stade-ci. Parce qu'on sait tous de quoi est capable Marc-André Barriault, mais si on veut regarder ça d'un œil critique aussi, sa meilleure performance dans l'UFC était son premier combat, puis ça a été moins bon à son deuxième combat, puis ça a été encore moins bon à son troisième combat. C'était de loin sa pire performance d'ailleurs en Corée contre John Young Park, combat que selon moi, encore, je pense qu'il aurait dû gagner. Là. John Young Park est selon moi moins bon là, qu'un Adam Hunter ou un Brandon Kornberger ou même un Todd Stout ou même Strania, man. Je pense que si t'envoies Strania contre John Young Park, ça se peut que Strania lui donne un mauvais moment parce que Strania est fatigant, on sait tout avec son style, mais Barriault aussi est un gars qui est fatigant avec son style, qui aime stalker ses adversaires, mais juste set up pas ses mains, ne lance pratiquement jamais un jab. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il avance, puis il essaie de lander sa grosse overhand, puis il initie le clinch, vu qu'il a eu du succès avec Sanchez dans le clinch avec ses uppercuts, mais contre Jotko ainsi que contre John Young Park, mais ça a fait qu'il s'est fait out-grapple, littéralement, s'est fait out-wrestle dans le clinch. C'est souvent lui qui initie le clinch contre Jotko, et puis qui se faisait virer là, finalement, puis c'est Jotko qui avait les meilleurs moments dans le clinch après avoir été chercher un bon hook, le tournait de suite, puis se mettait un peu à dominer à cet effet-là. Contre John Young Park, c'est un peu la même fois qui est arrivé, puis aussi stalkait beaucoup son adversaire, puis dès qu'il lançait un overhand qui était naked, là, qui était pas set-upé, qui était pas caché derrière rien, ben John Young Park le voyait, puis plongeait en dessous, allait chercher un takedown.
Puis on s'entend que c'est ça qu'il faut qu'on ait peur de contre Oscar Piechota, qui est une black belt, qui est un excellent grappler. Il ne faut pas voir ces 2 défaites par soumission dans l'UFC comme étant la preuve qu'il n'est pas un bon grappler, parce que personnellement, moi je pense qu'il out-grapplait GM3 pour la majorité du combat. S'est fatigué, puis finalement s'est fait choquer. Chose qui arrive souvent là, contre GM3, qui est un des meilleurs grapplers lui-même dans la division. Puis son autre défaite par soumission, c'est contre Rodolfo Vieira, qui est un genre multiple time, là, un des GOAT en Jiu-Jitsu littéralement. Et puis le gars, il a été compétitif contre lui, même avant de se faire soumettre. Donc il n'y a aucun doute là, qu'il y a un gros avantage pour Oscar Piechota dans ce combat-là, au niveau du combat au sol. Puis j'ai constaté que la majorité du temps qu'il réussissait des takedowns, c'était vers le clinch. C'est un gars qui est bon en body lock dans le clinch, puis il va aller chercher ses takedowns comme ça. Donc moi, je pense que Marc-André Barriault doit absolument éviter le clinch, là, coûte que coûte dans ce combat-là, parce que c'est comme ça qu'il va se faire takedown. Puis s'il se fait takedown, ça sera pas le même niveau de jeu au sol là, du tout. Oscar Piechota, je le rappelle, est un très bon grappler. L'affaire, c'est que debout, je pense que je me dois de donner l'avantage à Marc-André, parce que malgré le fait qu'on ne l'a pas vu utiliser ses mains comme on devrait le voir dans l'UFC, tous ses combats, il a réussi à avoir du succès, surtout au 3e round, juste par le fait qu'il mettait la pression sur ses adversaires, puis que Marc-André, même si c'est pas le plus gros à 185 livres, il est très physique, ok? C'est un combattant qui réussit à s'imposer physiquement, même contre un Christophe Jotko, même contre un Andrew Sanchez, puis Oscar Piechota, c'est pas le cas, tu sais. Debout, là, si vous voulez une bonne description, selon moi, c'est vraiment la version Dolorama de Christophe Jotko, qui est son compatriote polonais, là, d'ailleurs. Je pense pas qu'ils s'entraînent ensemble, pas en tout ni rien, là, mais vraiment quelqu'un qui va essayer de travailler derrière son jab, qui est gaucher, mais qui peut se battre de la droite aussi, mais on l'a vu avoir des problèmes quand on le forçait à reculer, puis c'est ça que Barriault va faire principalement dans ce combat-là, puis tu sais, on l'a vu être reckless, justement, essayer d'aller chercher le clinch un peu sans setup, c'est comme ça qu'il s'est fait taguer la première fois par Punahele Soriano, menton très haut aussi, ramène pas ses punches, tu sais, quand il va jabber, il va ramener son jab bas, va pas... très ouvert à se faire allumer le cher Oscar Piechota. Donc autant je pense qu'il faut donner un gros avantage à Piechota au sol, je pense qu'il faut donner un bon avantage à Barriault debout, parce que oui, même si Piechota fait bien quand même ça derrière son jab, bouge bien, juste le fait de se faire stalker, il va souvent se retrouver dans des positions où il est pris, puis là il panique un peu, tente de provoquer quelque chose naked, sans setup, là, juste, je vais même pas jabber en essayant de rentrer dans le clinch, je vais juste à 2 mains là, essayer d'agripper mon adversaire pour rentrer dans le clinch, puis ça t'ouvre ouvert à te faire allumer assez solide. Donc je pense que si Barriault réussit à faire ça, il y a des bonnes chances qu'il gagne ce combat-là. Puis il faut, tu sais, pour être bien honnête, là, ça me gosse de dire ça, ça me fait tellement chier, mais pour être honnête, je pense que c'est comme... C'est un finish ou rien là, pour Barriault ici dans ce combat-là, parce que j'ai vu beaucoup de gars avoir une fiche de 1 victoire, 3 défaites en 4 combats UFC, puis ils se sont pas refait signer, sauf justement des gars comme John Phillips, que quand il était 0-3, il est arrivé à son combat, puis il a juste blitzé le gars, puis il l'a allumé ben raide, ça a été un gros knockout. Ben là, dans ce temps-là, l'UFC dit, bah, regarde, t'es 1-3, mais tu nous donnes des bons fights, puis Barriault a donné un bon fight contre Sanchez, a donné un fight correct contre Jotko, puis contre Park, c'était juste pas vraiment un très bon combat. S'il est capable de livrer un gros combat spectaculaire avec un gros finish ici, qui va nécessairement être par knockout ou par TKO, là, j'aimerais pas ça le voir essayer de choquer le chum Piechota, là. Je pense pas que c'est le temps d'essayer de gagner par soumission dans ce fight-là, vraiment, là. Mais c'est ça que ça va prendre. Ben, j'ai bien peur que si Barriault fait un autre combat assez serré, puis moi, même s'il gagne la décision au lieu de la perdre cette fois-là, je ne sais pas si c'est assez. Je ne sais pas si c'est assez pour que l'UFC se rassise avec lui puis lui dise « Ah, tu sais, voilà une prolongation de contrat puis tout. » Je pense que c'est vraiment finish ou rien pour Barriault. Fait que checkez bien ce que je m'en vais faire ici. À chaque fois, depuis qu'il est arrivé dans l'UFC, qu'il y avait un combat de Marc-André Barriault, je me suis trompé, ok? J'ai dit qu'il allait gagner puis il a perdu. Fait qu'en assumant aujourd'hui que à chaque fois que Barriault se bat, je me trompe dans ma prédiction. Ben, ma fucking prédiction, c'est Oscar Piechota par décision, man. Comme ça, vu que je me trompe à chaque fois, on va être sûr que je vais absolument me tromper cette fois-ci, puis que Barriault va te l'allumer bien raide au premier round. Parce qu'au final, c'est rien que ça qu'on veut, là. On veut voir Marc-André avoir du succès dans l'UFC, on l'a vu. Tu sais,
il a battu Todd Stout, ça devait pas arriver. Il y a plein d'affaires comme ça qui ont fait qu'il s'est rendu jusque-là, puis on n'a juste pas revu ce Marc-André-là depuis. Pour être franc avec vous, même si je suis en train de piquer Pietchota, je suis confiant. J'ai aimé le fait qu'il retourne à Gatineau, s'entraîner avec Sifu Pat, qui est son premier entraîneur, avec Drew Leblanc puis le chum Dave Leduc, qui sont vraiment deux de ses first partners là, d'entraînement dans le temps. Il va le ramener à ses racines pour ce combat-là. Puis si Barrio se bat comme il est capable de se battre, absolument capable d'allumer Oscar Pietchota, autant sinon plus que Puna L.A. Soriano l'a fait à son dernier combat. Surtout que Pietchota, on dirait le fait d'avoir perdu 2 fois par soumission, sa confiance avait l'air d'être un peu rattle dans ce combat-là. Fait c'est un gars qui arrive, puis sa confiance est vraiment brisée, puis Barrio réussit à imposer son rythme dessus. Personnellement, je suis confiant. Je suis confiant pour ce combat-là. Je l'espère vraiment. Puis vu que je me trompe tout le temps, ben mon pick c'est Pietchota par décision, parce que j'ai crissement envie de me tromper plus que jamais ici. Ensuite, Courtney Casey, Jillian Robertson, notre autre Canadienne. Puis je pensais bien pick Jillian dans ce combat-là. Je pense que c'est vraiment une meilleure grappler que Courtney Casey. Puis elle a des bons takedowns. Puis, tu sais, elle est bonne. C'est juste que debout, c'est dur. Puis Casey s'est vraiment amélioré, je pense, au niveau de son grappling, au niveau de pas mal toute sa game. C'est rendu une combattante beaucoup plus complète. Puis quand je suis allé voir sa fiche, elle a beaucoup de défaites, mais elle ne s'est jamais faite soumettre. Toutes ses défaites, ça a été des décisions, des split decisions. Puis personnellement, là, pour être bien honnête avec vous, je ne sais pas si Jillian Robertson est vraiment capable de gagner une décision au niveau de l'UFC. Fait que juste pour cette raison-là, ben, j'ai pas le choix d'y aller avec Courtney Casey. Ensuite, tabarnak, juste voir ça, ça me fait capoter. Ça va commencer la soirée sur un très bon pied. Matt de Steamroller Freevola contre Frank the Crank Camacho, man. Ça va-tu être une espèce de brawl débile? Freevola, c'est un brawler debout, là. C'est ça que c'est, puis c'est un... Il aime ça lutter, puis switch up, puis aller chercher des takedowns, mais c'est autant un brawler au sol qui est un brawler debout. J'aime, par exemple, la façon dont il va chercher des takedowns de plus en plus. Puis d'ailleurs, c'est ça que je pense qui lui confère l'avantage là, dans ce combat ici, parce que Camacho est un bon striker, je pense, beaucoup plus technique que Matt Frevola, mais lui aussi, là, il y a quelque chose en dedans de lui, que quand tu le forces dans un brawl, il y a beaucoup de la misère à dire non, puis à juste rester le gars le plus technique. Fait que j'ai comme l'impression que s'il se fait inciter dans un brawl, il va se faire inciter à lancer du gros power back à Frevola. Puis c'est là que Frevola va réussir à aller chercher ses takedowns. Puis je le vois basically aller chercher un finish au sol dans ce combat-là, à quelque part au 3e round par TKO. Mais je pense que le moment que ça va se passer, ça va être cave en maudit. Puis c'est le genre de combat qu'on a envie de voir là, en début de carte un samedi soir. Ensuite, c'est Roxanne Modafferi, Lauren Murphy. Comme je disais tantôt, je comprends pas pourquoi c'est le 2e combat de la soirée puis qu'ils te mettent Raquel Pennington contre Marion, j'ai 63 ans, Renault. C'est si haut que ça à la carte, mais regarde, les cartes de l'UFC, l'ordre, là, c'est de plus en plus bizarre. Ça. Mais c'est un sujet pour un autre jour. Pour ce qui est du combat, man, Roxanne commence dangereusement à être la genre de combattante qui force son style sur tous ses adversaires ou presque. Il n'y a personne qui arrive vraiment là en disant « Oh ouais, moi je vais grapple avec Roxy, c'est vraiment une bonne idée », mais ça finit toujours par être un grappling match, puis c'est une bonne affaire contre Lauren Murphy. Là, on a vu le Murphy être une comeback fighter assez incroyable, là, par exemple, genre de combattante qui va perdre tout le combat, pas faire grand-chose, du moins pas réussir grand-chose. Elle essaie tout le temps, mais souvent ça marche juste pas, les choses qu'elle essaie de faire. Puis c'est une combattante qui est capable de bien se battre partout, mais elle a pas une huge variété de bouts. C'est pas la fait que tu vas voir mixer ses combinaisons puis jamais te lancer la même affaire 2 fois. C'est plutôt le contraire. Là. Elle a comme 3-4 combinaisons qu'elle aime bien, puis elle travaille avec ça, puis elle essaie de pas trop aller plus loin que ça. Fait que même debout, je pense que Roxy est plus variée qu'elle, puis Roxy a beaucoup amélioré son stand-up. L'affaire, c'est que Murphy a l'air d'avoir le sneaky power, surtout au 3e round. C'est une fille qui, justement, vu qu'elle travaille toujours, a réussi à fatiguer ses adversaires, même quand ses adversaires la battent. Puis ça fait qu'au 3e round, elle a souvent un opening d'aller chercher un finish. Je me fierais pas vraiment là-dessus face à Roxy. C'est pour ça que j'ai Roxy par décision ici. Mais écoute, tout est possible dans ce combat-là. Et ça nous mène au premier combat de la soirée. 155 livres. Austin Hubbard affronte Max Roskopf. Roskopf. Bref, ce gars-là, avec un nom bizarre,
fait ses débuts dans l'UFC. C'est comme un super prospect. C'était un des très excellents lutteurs Division 1 All-American au collège. Il n'a que 5 combats MMA, 5 victoires évidemment, mais se bat genre pro depuis 2018 là, ou quelque chose de même. Puis, écoute, c'est le genre de prospect qui risque de faire beaucoup de bruit là, dans l'UFC. D'après moi, il arrive un peu vert dans une très bonne division. On va le savoir dès samedi, qu'est-ce qui se passe. Parce que s'il gazarde dans ce combat-là parce qu'il sait pas pace son shit, il va perdre contre Austin Hubbard, qui est un bon combattant complet, qui est pas la lutte des deux, c'est incomparable. Même si Hubbard est un gars qui est pas un mauvais lutteur, la lutte des deux est incomparable, c'est même pas proche d'être dans la même ligue. Mais Austin Hubbard va absolument être meilleur que lui debout. Je pense juste pas que le power debout pour vrai que ça change vraiment de quoi. Je sais pas s'il va pouvoir frapper Roscoff assez solidement pour le dissuader, genre de lui courir après en essayant de l'amener des takedowns. Mais je vois ce match-là être principalement, je vois ce combat-là être principalement un match de lutte. Puis c'est Max Roscoff qui va absolument gagner ça, même si je suis incapable de dire son nom à soir, par décision. Puis ça complète mes petites analyses et prédictions sur cette carte-là. On espère vraiment que notre chum Barrio va gagner. Laissez un like là, pour être gentil. C'est nice quand vous faites ça. Des commentaires aussi, me dire c'est quoi vos impressions. Ou juste dire let's go Barrio, est-ce on prend pour toi. Ou juste me dire pourquoi tu piques Piechota, parce qu'il y a toujours du monde qui regarde pas le vidéo puis que là qui s'offusque de mes prédictions. C'est quoi tu prends contre Barrio, puis là, ils n'auront pas écouté le vidéo. Fait que là je vais dire hey, ok, écoute la vidéo les gros, tu vas comprendre. Mais tout ça pour être dit, merci à tous. Abonnez-vous à MMA Talk. Puis Chris man, c'est ça. À la prochaine. On espère que Barrio va gagner. Puis bonne soirée samedi. Puis c'est ça là.